Bien, nous avons le plaisir de nous retrouver pour cette nouvelle partie de notre journée d'études consacrée à René Goblet. Donc nous allons écouter notre ami Jean-Loup Leguet, historien de l'art qui exerce au musée du Picardie, comme chacun sait, et qui est aussi ici au titre de secrétaire perpétuel de la Société des antiquaires de Picardie, et il va nous parler de René Goblet commémoré, la statuaire et la peinture. Jean-Loup, c'est à toi. Merci chère Louise et bonjour à toutes et tous. Alors c'est avec un réel plaisir que je prends la parole aujourd'hui pour évoquer la figure de René Goblet à travers un prisme peut-être moins souvent exploré, à savoir celui de la postérité de ce personnage dans les arts visuels. René Goblet a laissé une empreinte politique indéniable, mais il a également inspiré, parfois on va le voir malgré lui, un ensemble d'œuvres sculptées et peintes qui permettent d'appréhender autrement la place singulière qu'il occupe dans l'imaginaire public, comme dans l'histoire culturelle d'Amiens et de la nation. Nous l'avons dit, René Goblet était un libre penseur, il eut des obsèques simples et purement civiles et fut inhumé au cimetière de la Madeleine à Amiens. D'une grande modestie, il n'accepta aucune décoration de son vivant et était l'ennemi de la statuomanie, cette fameuse mode qui avait vu depuis la monarchie de Juillet se multiplier les monuments aux grands hommes dans l'espace public français. Sa veuve refusa par conséquent, et bien que fût érigée à Amiens une effigie de son époux, et c'est pour cette raison que la municipalité, qui avait déjà voté le principe de lui élever une statue, se décida à honorer la pureté de sa conscience plutôt que l'homme lui-même. Ce monument, eh bien, il sera financé par une souscription publique, lancée dès 1905 au lendemain du décès de René Goblet, à l'initiative de la municipalité et non pas de l'Académie des sciences, lettres et arts d'Amiens, comme on peut le lire parfois, par confusion sans doute avec le monument érigé non loin en hommage à Jules Verne, qui partage d'ailleurs avec René Goblet, nous l'avons vu, les mêmes années de naissance et de mort. Et pour mémoire, je vous rappelle que dès novembre 1905, la municipalité d'Amiens décide aussi de débaptiser l'ancienne place Saint-Denis pour lui donner le nom, toujours d'actualité, de place René Goblet. L'artiste qui va être choisi pour mener à bien ce projet de monument est le sculpteur Mamère Jacques Perrin, plus connu sous le nom de Jacques Perrin. Né à Lyon le 30 juillet 1847, élève d'Auguste Dumont à l'école des Beaux-Arts de Paris, Perrin fut lauréat du second prix de Rome en 1875. Il sera membre de la Société des artistes français et il expose régulièrement au Salon de Paris de 1879 à 1910, où il obtint de nombreuses mentions et médailles avant de passer hors concours. Devenu membre du jury de sculpture et des arts décoratifs au Salon, il fut nommé en 1908 chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, et dans son dossier de candidature eh bien, figure parmi la liste de ses œuvres, je cite, « Le monument à René Goblet destiné à Amiens ». Fin de citation. En outre, Perrin avait été durant de longues années professeur de dessin et de modelage aux écoles de la ville de Paris, où il décède le 8 octobre 1915 et où sont toujours visibles certaines de ses œuvres, en particulier les plus connues. Je pense notamment à son Butler, dont le bronze décore le square Maurice Gardet, son Condorcet, qui avait été envoyé à la fonte en 1942 par le régime de Vichy, puis rétabli à l'identique en 1989 sur le quai Conti, à partir du modèle en plâtre original, ou encore les 12 rostres de navires qui ornent les 4 pylônes du pont Alexandre III. Pour le monument amiénois à René Goblet, le choix est fait d'un imposant piédestal en pierre auquel est apporté un soin particulier et dont le dessin et la mise en œuvre ont été confiés au provençal Xavier Girard, qui était à ce moment-là architecte des domaines de Seine-et-Oise. Posé à l'origine au sommet de 3 marches, il est orné sur l'avers d'un portrait en médaillon, sculpté en marbre blanc, toujours par Jacques Perrin, et sous lequel se lit l'inscription suivante à René Goblet.
De profil strict, le buste du modèle, arborant le costume de son temps, est tourné vers la gauche et se retrouve sur un tirage en bronze de dimension réduite qui a été offerte en 2024 au musée de Picardie par l'Association des Amis des Musées. Au-dessus de l'épaule du modèle est visible ici la dédicace suivante à Monsieur Maillan, hommage de l'auteur J. Perrin. Alors sans doute s'agit-il de Marie-Alexandre Mathieu Marc Maillan, le neveu par alliance de René Goblet, qui termina sa carrière de fonctionnaire comme trésorier payeur général de Yonne et participa auprès de sa tante à l'inauguration du monument amiénois. Au revers du piédestal sont gravées les dates du personnage sur une plaque aussi en marbre blanc, et le tout est évidemment surmonté d'une statue toujours en marbre, dont le titre « La Conscience » figure en lettres capitales sur la base. Cette allégorie rarement représentée dans les arts adopte les traits d'une femme debout, les yeux grands ouverts, vêtue à l'antique et couronnée de chaînes. De la main droite, elle s'appuie sur un bloc de pierre envahi par le lierre, qui est un symbole d'immortalité, et le lierre dont est tressée aussi la couronne qu'elle tient de la main gauche. Compte tenu de la renommée du poème de Victor Hugo, La Conscience, paru dans la Légion des siècles en 1857, je me suis demandé dans quelle mesure ce poème n'avait pas pu inspirer la sculpture amiénoise de Jacques Perrin, qui est offerte au nom de l'État par Étienne Dujardin-Baumet, qui était à ce moment-là le sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts. Comme le faisait remarquer notre confrère Alain Carlier en 2012, Jacques Perrin s'est manifestement inspiré aussi de la célèbre Sappho, sculptée en 1848 par James Pradier. Certes, la pose de Sappho est un peu plus lascive, plus déhanchée, son drapé dévoile davantage les courbes du corps, sa tête est inclinée vers le bas, mais les deux statues n'en demeurent pas moins d'inspiration extrêmement proche. Le musée de Picardie conservait jadis le modèle original en plâtre de la Conscience, qui avait été acheté ce modèle par commande à l'artiste en 1906 par l'État pour la somme de 2500 francs, plâtre de grandeur naturelle qui fut déposé au musée d'Amiens en 1907. Et nous sommes là, un an après l'exposition de l'œuvre à Paris, au Salon de la Société des artistes français, et c'est là qu'Armand Fallières avait contemplé la Conscience lors de l'inauguration de l'exposition, je cite, « Le président de la République, à l'entrée de la salle des sculptures, s'est arrêté devant la Conscience, que M. Perrin a représenté sous les traits d'une jeune femme pensive, dont le front reflète les doutes et les espoirs de l'âme moderne. » Fin de citation. Un second plâtre, cette fois-ci en réduction de la sculpture monumentale en marbre, est également connu dans une collection particulière. Et comme vous pouvez le constater, nous avons aujourd'hui la chance de pouvoir la contempler sur cette table. Opération tout à fait spectaculaire, la pose de la Conscience sur son piédestal se déroula le 20 août 1907, comme relaté le jour suivant dans Le Progrès de la Somme. Je cite. « Le piédestal du monument, élevé boulevard du Mail, a reçu hier mardi la superbe statue de marbre La Conscience de Jacques Perrin. Le médaillon représentant les traits de l'ancien président du Conseil ne sera scellé dans l'emplacement qui lui est réservé que demain. Nous avons assisté à l'élevage de cette statue, opération des plus délicates quand on songe qu'il fallait élever un bloc de marbre pesant plus de 5000 kg à une certaine hauteur. Une excellente équipe d'ouvriers, sous les ordres directs de M. Mercier, l'habile entrepreneur de notre ville, et sous la haute surveillance de M. Xavier Girard, architecte du monument, a, sans à-coups, soulevé à l'aide de treuils perfectionnés l'énorme masse qui est arrivée au but sans le moindre incident. À 3h30, la statue, débarrassée de son habillage, reposait sur les plaques de plomb qui l'isolent du piédestal et produisait le plus gracieux effet. Nombre de curieux ont assisté aux différentes phases du montage. Une ceinture de granit bordera le refuge qui laissera libre la grande allée du boulevard du Mail, pendant que très peu d'arbres seront abattus afin de dégager complètement le monument. La statue, œuvre du maître Perrin, est fort belle. Le mouvement et la ligne sont parfaits. L'attitude est pleine de noblesse.
La figure, surtout, accuse une remarquable puissance d'expression et de resymbolisme. C'est bien la physionomie grave, réfléchie, sereine de la conscience. Rien de hautain dans cette superbe sérénité. Les traits sont fort bien éclairés, la bouche est parlante, le front d'une pureté idéale. L'ensemble répond fidèlement à la pensée allégorique du sculpteur. D'un mouvement souple et vrai, d'une scrupuleuse exactitude de détail, il s'harmonise parfaitement avec le cadre artistique que l'architecte M. Xavier Girard a su donner à ce magistral morceau de pure et noble sculpture. Fin de citation. Alors, érigé, comme vous l'avez compris, en lisière du boulevard de Belfort, le long du square moderne, le monument dédié à la mémoire de René Goblet sera inauguré le 6 octobre 1907, avant d'être remis officiellement à la ville seulement le 9 mai 1909. René Goblet avait habité à Amiens, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, rue Georges-Antoine, à l'époque rue Mazagran, c'est-à-dire presque en face de son monument, dans une belle maison bourgeoise qui a disparu aujourd'hui, ce qui explique visiblement le choix de cet emplacement qui avait été voté en conseil municipal au mois de novembre 1906. Le monument fut entouré par la suite d'une jolie grille que vous apercevez sur cette carte postale, réalisée par la serrurerie Torchio et Musso de Monte-Carlo, toujours d'après un dessin de l'architecte des domaines Xavier Girard. Mais malheureusement, lors de l'élargissement du boulevard, c'était au début des années 2000, le monument fut reculé et perdit malheureusement sa grille ainsi que son emmarchement. Quelques jours avant l'inauguration, on lit encore dans la presse locale, je cite, que l'estrade, qui pourra recevoir plus de 400 personnes, continue à s'installer boulevard de Belfort. Elle sera, nous assure-t-on, superbement décorée. Les massifs d'arbustes, des plantes vertes et des fleurs qui terminent l'aménagement du tertre autour du piédestal du monument sont du plus gracieux effet, et cela n'a rien de surprenant puisque c'est M. Laruelle qui a organisé avec sa haute compétence cette décoration. Le portique, l'arc de triomphe de la gare, est en voie d'élèvement. De nombreux curieux discutent à perte de vue sur ce qu'il donnera à cette place. Et maintenant, du beau temps. Alors le jour de l'événement, le temps automnal sera malheureusement plutôt maussade et pluvieux, et le lustre de la cérémonie viendra surtout de la présence du grand personnage du moment, le leader radical Georges Clemenceau, à ce moment-là président du Conseil, venu de Paris avec ses ministres par train spécial. Plusieurs discours vont être prononcés lors de la cérémonie, tous intégralement retranscrits dans le Progrès de la Somme du 7 octobre 1907. Celui du conseiller d'État Raymond C.C. Schneider, qui fait remise à la ville du monument, dont le voile qui le recouvrait encore tombe à la fin de sa prise de parole. Celui du député maire d'Amiens, Alphonse Fiquet. Alors Alphonse Fiquet, qui est reconnaissable à sa longue barbe blanche, et dont une caricature par Henri de la Rosière avait été publiée la veille dans le journal d'Amiens, qu'il représente, vous le voyez ici, plutôt songeur, devant la statue de la conscience, en train de prononcer la phrase suivante, je cite, « C'est la dame contre laquelle je vote si souvent ». Fin de citation. S'ensuit le discours de René Renoux au nom du comité exécutif du Parti radical et radical-socialiste, et celui d'Henri Brisson, président de la Chambre des députés, qui n'avait pu se rendre ce jour-là à Amiens, et dont le député maire de Doulan, Albert Rouzet, donne lecture. Et c'est enfin l'allocution de Clemenceau au pied du monument qui clôt la cérémonie d'inauguration en tant que telle. Alors une fois celle-ci terminée, le cortège ministériel se rend à l'hôtel de ville où il est reçu dans la salle des mariages, récemment décoré de peintures et notamment du plafond qu'on peut toujours y voir aujourd'hui. Et ce décor de la salle des mariages avait été aussi dû aux largesses du sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts dont je vous parlais précédemment, du Jardin Baumé. Et en le remerciant pour cet embellissement, Alphonse Fiquet lui fait remarquer la magnifique cheminée en marbre de la salle, qui était à ce moment-là encore vierge de toute œuvre d'art, et du Jardin Baumé promet alors au maire d'Amiens de demander à Jacques Perrin de la parer. Et ce que fit vraisemblablement le sculpteur qui livra apparemment une statuette et 2 candélabres dont je n'ai pour le moment
fera retrouver la trace à l'hôtel de ville. Clémenceau présida enfin le banquet qui se tint dans le vaste préau de l'école de filles du faubourg de Noyon, rue Jean Massé, et auquel vont prendre place pas moins d'1 millier de convives. Pendant le banquet, on va remettre à Clémenceau, de la part du studio Accart, qui était installé rue des Trois Cailloux à Amiens, 2 photographies, l'une du landau officiel et l'autre de Clémenceau lisant son discours devant le monument. Clémenceau est particulièrement flatté de cette délicate attention, la première en ce genre, déclare-t-il, et fait circuler les épreuves qui avaient été exposées l'après-midi même dans la vitrine du photographe et où de nombreux curieux avaient pu les contempler. À 3h10 de l'après-midi, le cortège reprend au grand trot le chemin pour la gare du Nord, d'où le train des officiels repartira pour Paris 20 minutes plus tard. Donc voilà pour ce qui est du fameux monument René Goblet. Alors du côté de la peinture maintenant, aucun portrait autonome en tant que tel de René Goblet ne semble avoir été exposé dans les différents salons artistiques parisiens ou provinciaux. Néanmoins, le musée de Picardie s'est également vu offrir par les Amis des musées en 2024 un portrait peint à l'huile, le représentant, dont je vais à présent vous retracer l'histoire. Son auteur, pour commencer, Joseph Wencker, est né le 4 novembre 1848 à Strasbourg, où il fréquente l'école municipale de dessin, puis travaille ensuite chez un décorateur. En 1868, il entre à l'école des Beaux-Arts de Paris, dans l'atelier de Jean-Léon Gérôme, avant d'être lauréat en 1876 du prix de Rome en peinture avec ce Priam au pied d'Achille. Peintre de sujets religieux, également de scènes de genre, notamment à caractère alsacien, mais surtout peintre de portraits. Wencker prend part au Salon de Paris de 1873 à 1914, où il va obtenir là aussi un certain nombre de médailles, en particulier une médaille de 2e classe en 1877. Chevalier en 1887, puis officier en 1900 de l'Ordre national de la Légion d'honneur, avec pour parrain son maître, Jean-Léon Gérôme, Joseph Wencker décède à Paris le 21 décembre 1919. Composé de manière sobre, mais peint d'une touche très vigoureuse, son effigie de René Goblet, en buste, le visage de 3/4 à gauche, est, selon toute vraisemblance, ce qu'on appelle un portrait étude. Autrement dit, une étude préparatoire, une esquisse, préparatoire à sa très grande toile qui immortalise, vous la voyez ici, la pose de la première pierre de la Nouvelle Sorbonne. Destinée à la salle d'entrée, qu'on appelle aussi le salon Carnot des nouveaux bâtiments universitaires, l'œuvre aux dimensions tout à fait imposantes, vous pouvez le constater sur cette photo, 6 mètres de hauteur par 4 mètres de large, est commandée par l'État à Joseph Wencker en 1886 pour la somme de 7 000 francs. L'artiste doit y grouper les principaux personnages qui ont assisté officiellement à la cérémonie qui s'était déroulée le lundi 3 août 1885. Des ministres, des députés, des sénateurs, des conseillers municipaux et un grand nombre de hauts fonctionnaires. Près du bloc de pierre, on reconnaît surtout, debout, en habit noir, avec ses favoris blancs, notre René Goblet, qui est alors ministre de l'Instruction publique et qui préside à cette solennité. D'un geste de la main, il invite le vice-recteur de l'Académie de Paris, Octave Gréard, a jeté la truelle symbolique de mortier qui lancera les travaux de construction de la Nouvelle Sorbonne, confiée à l'architecte Henri-Paul Nénaud, également présent. Gréard, qui tient à la main droite le parchemin roulé du procès-verbal qu'il va enfermer sous la pierre. Au premier plan, à droite, le préfet de la Seine, le fameux Eugène Poubelle. Légèrement en avant de ce dernier, l'écharpe aux couleurs de la ville de Paris en sautoir, c'est Henri Michelin, qui est à ce moment-là le président du conseil municipal. Et à l'arrière-plan de cette toile, au fond à droite, vous apercevez derrière les montants du Treuil le profil des bâtiments anciens de la Sorbonne, en particulier la façade sur la cour d'honneur de la chapelle, qui avait été reconstruite au XVIIe siècle par le cardinal de Richelieu.
Alors il faut imaginer qu'en quelques mois, eh bien, Joseph Wencker a dû réaliser plusieurs dizaines de ces portraits-études en prévision de leur intégration dans un second temps à la composition finale, qui constitue un colossal portrait collectif et évidemment toujours visible aujourd'hui dans l'actuelle salle des actes de la Sorbonne. Alors, je vous montre ici eh bien, le seul autre portrait-étude que j'ai réussi à retrouver pour ce même tableau, celui de l'historien Louis-Auguste Imly, je crois comment on prononce, Imly, qui était le doyen de la faculté des lettres de Paris, et c'est une huile sur toile qui est aujourd'hui conservée à Paris, au musée d'Orsay. Le peintre Wencker reçoit les modèles pour des séances de pose dans son atelier, qui se situe à ce moment-là rue de la Rochefoucauld, à l'instar par exemple de Frédéric Lichtenberger, doyen de la faculté de théologie protestante de Paris, qui s'y rend en 1887. La récente restauration du portrait étude de René Goblet a en outre permis de constater que l'arrière-plan du tableau, aujourd'hui conservé au musée d'Amiens, a été peint dans un second temps. Aussi l'artiste avait-il dû simplement ébaucher les traits très rapidement sur la toile de son modèle, dont il paracheva ensuite le fond, sans doute en amont de son acquisition par la famille Goblet de l'œuvre, œuvre d'ailleurs qui était possédée par eux il y a encore quelques années. La pose de la première pierre de la Sorbonne nouvelle est exposée pour la première fois au public à la faveur de l'exposition universelle internationale organisée à Paris en 1889. Elle va y recevoir un accueil critique plutôt tiède et permet néanmoins à Joseph Wencker de remporter lors de cette exposition une médaille d'or. Je cite: la pose de la première pierre de la nouvelle Sorbonne par M. Wencker est un autre tableau que nous voyons pour la première fois. Cela est présenté sous un angle assez heureux et pittoresque. Il y a du talent dans cet ouvrage. Je regrette que M. Wencker n'ait pas accepté franchement la coloration des cimarres jaunes, violettes, rouges, etc. Les sujets modernes n'offrent pas souvent de ces ressources. La palette d'un vrai coloriste s'en fut emparée avec joie. Fin de citation. Alors, en retraçant la réception artistique de René Goblet, il apparaît que la mémoire du grand homme s'est construite autour, moins de son effigie en tant que telle que de l'idée même qu'il incarnait. Le monument de Jacques Perrin, en célébrant la conscience plutôt que la figure individuelle, témoigne d'un choix plutôt singulier dans le paysage commémoratif de la Troisième République, celui d'honorer une vertu plus qu'un visage. Cette orientation voulue par la famille comme par les édiles amiénois se démarque de la statuomanie contemporaine et affirme une conception morale de l'hommage public. À travers la sculpture comme à travers la peinture, la postérité de René Goblet s'est ainsi construite dans un dialogue étroit entre l'histoire politique, le langage des arts et les enjeux mémoriels du tournant du siècle. Le portrait étude de Joseph Wencker, destiné à rejoindre la vaste composition consacrée à la Nouvelle Sorbonne, révèle la place centrale qu'occupait Goblet dans les sphères intellectuelles et gouvernementales de son temps, et rappelle comment les artistes ont fixé sur la toile et dans le marbre les gestes fondateurs d'une France républicaine en pleine affirmation. L'étude conjointe de ces œuvres permet donc de mesurer combien l'image de René Goblet ne se réduit pas à une représentation iconographique. Elle s'inscrit dans un ensemble cohérent de pratiques artistiques, institutionnelles, politiques, qui ensemble donnent forme à une mémoire civique. En s'attachant à la figure de la conscience, les artistes et commanditaires ont dessiné une voie originale pour comprendre ce que signifie commémorer un acteur majeur de la vie publique, non pas figer un homme, mais transmettre une exigence. Et c'est sans doute là que réside encore aujourd'hui la véritable postérité de René Goblet. Merci pour vos attentions. Merci pour votre attention. Merci, cher Jean-Loup, pour cette communication très intéressante, très brillante, et qui nous confirme, là encore, la discrétion du personnage, même dans les traces picturales. Et